Bienvenue à tous ceux et celles qui nous écoutent pour cette nouvelle émission d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Vous êtes en compagnie de la médium multidisciplinaire Julie Leblanc et de l'animateur Benoît Ménard. Je suis très heureux de participer à cette émission spéciale de la Fête des Pères avec toi, Julie. Hey, coucou tout le monde. Salut Benoît, merci. Tu n'es pas père, mais quand même, tu as un père. Alors, j'imagine que ça va être souligné. Oui, effectivement, dimanche pour la Fête des Pères, on fête ça en famille. Ah, c'est bon. Moi, je sais que mon ex-mari, il ne fête pas en fin de semaine. Ça va être plus au niveau de la Saint-Jean. Fait que j'ai pas vu encore qu'est-ce qui se passe sur le bord de mon père. Fait qu'on va plus accueillir comment ça va se présenter. D'accord. Donc, pour le spécial Fête des Pères, on a choisi de parler de la famille Douglas. Je sais qu'on avait mentionné la semaine dernière peut-être la famille Douglas et la famille Sheen, mais ça faisait un peu trop d'invités. Fait qu'on a décidé de partager ça en deux émissions. Alors aujourd'hui, on se concentre sur Kirk Douglas, Michael Douglas et sa femme Catherine Zeta-Jones. Ouais, ben là, vraiment, te présenter la table à la perfection. Mais moi, j'avoue, je m'ouvre. J'ai fait une erreur que j'ai gardée, que j'ai faite pendant des années. Euh, Quand on regarde Michael Douglas, OK, il y a des airs de Michael Douglas dans Emilio Estevez et il y a des airs de Michael Douglas dans le Charlie Sheen. Et je vais vous avouer, j'étais sûre et certain que c'était un genre de famille ensemble. Et là, à un moment donné, toi, tu es arrivé et tu disais, Hey, Martin Sheen. Moi, je disais, ah, Martin Sheen. Je pensais que c'était un des frères, tu comprends? J'étais voir, je dis, non, c'est le père. Puis c'est là que j'ai compris que le père, c'est comme deux familles complètement pas rapport, mais moi, j'ai toujours vu qu'ils étaient entrecroisés puis que ça faisait partie de la même souche. Fait que c'est pour ça qu'on a pensé, ben je pensais que là, finalement, il y avait la même souche familiale, mais ce n'était pas le cas. Mais quand on regarde les photos, puis j'ai vraiment regardé les photos là, pour faire l'affiche, j'ai vu des photos de Michael Douglas jeune avec la face d'Emilio Estevez puis des airs de Charlie Sheen. Fait que j'ai toujours cru quelque chose qui n'en était pas, mais qui doit être relaté à quelque part en énergie parce que c'est trop proche comme famille. En tout cas, fait que ça doit être dans la même souche de famille cosmique. Mais en tout cas, on a démêlé ça un peu, puis on a tranché parce qu'entre les Sheen et les Douglas, je pense que j'aime mieux les Douglas que les Sheen. Toi, je sais pas si tu as une préférence. Ben, j'avoue que Kirk Douglas, je le connaissais un petit peu, mais j'ai appris à le découvrir, puis je suis vraiment content de pouvoir en parler davantage. Pour les autres, je les connaissais euh, quand même un peu, mais je suis content qu'on se concentre sur les Douglas cette semaine. Ah, excellent. Parce que dans les Sheen, là, il y a Walting, c'est un film de baseball là, pour Charlie Sheen. Je me rappelle même plus du titre. Je pense que c'est Major League, en tout cas. Emilio Estevez, les Mighty Ducks. Puis là, mais Martin Sheen, j'ai vu un film, mais je me rappelle plus c'est quoi. Puis ils n'ont pas fait grand-chose. Ils ont fait des séries, mais moi, je n'ai pas accroché sur Charlie Sheen. C'est lui le plus populaire qui en a fait le plus. Puis Emilio Estevez, il est mort dans les premiers 10 minutes de Mission Impossible 1. Euh, Fait que, tu sais, c'était limité, c'était difficile. De Michael Douglas, par exemple, il a été un petit peu plus inspirant. Il a légué un petit peu plus. Puis Catherine Zeta-Jones, elle a beaucoup aussi créé. Malheureusement, Kurt, j'ai rien vu de lui. Rien, rien. Fait que je le connaissais pas du tout, sauf de nom, puis sauf que c'était son père. Mais encore là, j'ai eu du fun à trouver la trame sonore parce que j'ai pu voir un peu qu'est-ce qu'il avait fait. C'est le fun. Oui, ben moi-même, je me souviens d'avoir vu le film Spartacus de Kirk Douglas. Sinon, je pense que je l'ai vu dans d'autres films, mais je pourrais pas te dire c'était quoi le titre exact. Euh, mais on pourra y revenir. Est-ce que tu voulais faire un petit retour sur l'émission de la semaine dernière? Ben, particulièrement sur Tina Turner, parce que j'ai compris quelque chose. Quand j'avais fait sa première lecture à Radio Unicité, elle avait fait ses bagages, elle était en paix, elle avait vraiment fini de mettre à jour puis de libérer tout ce qu'elle avait à faire. Elle était prête à partir, elle m'avait avisé qu'elle s'en allait, qu'elle avait terminé.
Quand on l'a vu la semaine passée, on l'a vu en force, on l'a vu dans des belles vibrations pour aider, mais j'ai été surprise d'un autre élément, c'est que Tina a contacté des espaces où elle a encore besoin de beaucoup d'aide et j'ai été surprise de ça parce que autant que c'était bien fait, autant qu'il en reste encore à faire. Et ce qui reste à faire, c'est des gros morceaux, c'est des grosses tempêtes. Ah, fait qu'il y a encore beaucoup de déception qui s'est transmutée chez Tina. Mais elle a beaucoup de, de morceaux ou d'histoires où elle est encore très, très émotive, où ça passe pas, où c'est encore en tempête. Alors, j'ai pris un moment pour juste envoyer de la paix, vibrer de la paix dans mon boudon intérieur, avec une teinte de justice, puis vraiment de compassion pour alléger toute la tension qu'elle pouvait vivre dans ces espaces-là. En gros, c'est ça, je voulais vous dire. Puis, concernant Mel Gibson, ça a été pour un autre passage à la compassion pour ces épreuves, on a réussi à aller dans des pensées suicidaires où on a été calmé des choses. De la déception par rapport à Jésus, ça a été une thématique qui s'est beaucoup nettoyée, mais il est mieux. Je vais juste vous dire, là, il a recommencé à... C'est comme si il reste un peu de vague à la tempête, là, mais il est installé en lui, il est embriqué en trois parties. C'est pas trois parties fusionnées, mais au moins il a été rassemblé, puis il est un petit peu plus heureux. OK, parfait. Ben, merci de ce partage. En fait, j'avais une question. Puisque Mel Gibson avait eu des idées suicidaires et que un des garçons de Tina s'était suicidé, est-ce que tu seras en mesure de nous expliquer comment le désir de s'enlever la vie et le fait de passer à l'acte de s'enlever volontairement la vie se traduit dans nos énergies? Non, mais ce que je peux te dire, c'est qu'au niveau de l'inconscient, les solutions qui ont été expérimentées sont emmagasinées à quelque part dedans. Et malheureusement, quand on a un problème, si on n'a pas éveillé, illuminé, élargi sa conscience, ben le réseau de solutions reste le même. Alors, l'information passe là-dessus, OK? Que ce soit le suicide ou toute autre solution qu'on a expérimentée, qui a marché ou pas, en passant, les deux sont là. Mais ceux qui n'ont pas marché laissent une empreinte encore plus dure parce qu'à la fois, elles se karmétisent au niveau du karma, mais aussi elle creuse au niveau de l'énergie sombre. Et là, plus on a du sombre, plus qu'on est influencé facilement et qu'on peut balancer vers des mauvaises influences d'entités qui basculent notre libre arbitre. Alors, malheureusement, quand on a un problème, le réseau pour trouver une solution s'active et là, on passe dans des solutions. Souvent, dans l'inconscient, ça n'a pas été illuminé. Donc, c'est des solutions qui ont peut-être marché dans un premier temps, mais qui ne marcheront plus aujourd'hui parce que c'est peut-être plus la même situation et tout ça. Il y a dans les énergies des gens, dans les corps, entre autres, énergétiques, du noir en lien avec du suicide. Ça, des fois, on passe devant ou on peut même y arriver à y toucher. Puis là, tu dis, toi, tes pensées suicidaires sont très là. Fait qu'on est capable de distinguer quelqu'un qui en a beaucoup, qui en a pas assez, juste en regardant au niveau énergétique. Mais là, en plus, si tu regardes le niveau de peine, le niveau de sous-alimentation de sa source, de sa lumière, qu'il n'y a pas de renouveau, qu'il n'y a pas d'amour, qu'il n'y a pas plus d'amour. Tu sais, tu vois, parce que les solutions d'amour, si on est encore ici, c'est pour les appliquer encore plus, mais souvent les gens sont dans la dépression, sont dans le noir et n'essaient pas de s'ouvrir à d'autres types de solutions universelles qui sont beaucoup plus infinies, qui sont beaucoup plus puissantes et qui, justement, ont un effet de nous amener ailleurs. Et plus que ça, d'ajuster une synchronicité qui ferait que l'univers fournirait des nouvelles solutions que nous n'avons pas expérimentées, mais qui pourraient justement correspondre à plus de lumière pour pouvoir engendrer ce karma-là et le transmuter.
Alors, en d'autres mots, à toute fois qu'il y a une défaillance, ça crée une faille, une brèche. Les gens, on va en parler avec Robin Williams et d'autres personnes vedettes qui ont passé par cette expérimentation-là. Et rendus de l'autre côté, ils ne sont pas sortis du bois. La solution n'est toujours pas appliquée. Ils errent, ce sont des âmes errantes. Et en plus de ça, souvent, il y en a qui sont partis de l'autre côté, mais avec des pactes, des liens, des connexions littéralement dans l'ombre. Et il y a tout un processus pour ramener, corriger cela au niveau de l'évolution. Et l'âme, elle a des difficultés dans les incarnations qui suivent. Quand on termine ça avec un suicide, on part à -20 dans l'autre incarnation. Fait que c'est encore plus long et plus difficile et ça nous amène encore plus de torture émotionnelle et psychologique avec d'autres complications, d'autres des problèmes parce que c'est pas le chemin envisagé pour le retour à la source. Et le retour à la source, c'est-à-dire soit la fusion avec sa lumière, sa présence et la création, ben ça passe par d'autres choses que le jugement, le contrôle, la manipulation, etc. OK, parfait. Ben, merci de la précision. J'aurais un petit lien à faire entre Mel Gibson et Sean Connery parce que j'ai vu que lors du tournage du film Braveheart, Sean Connery l'aurait conseillé pour son accent écossais justement dans le tournage du film. Ben, Mel Gibson puis Sean Connery, il y a un mot entre les deux et c'est héros. Alors, c'est deux personnes qui se reconnaissent dans cette fréquence-là. Alors, ça a été un honneur pour Sean, ça a été un honneur pour Mel. Ils ont très bien travaillé ensemble et c'est quand même assez équilibré. Et ils ont également des liens liés à cet honneur-là, si on peut dire dans cette forme-là. Ils ont déjà ensemble travaillé pour innover à plus de souveraineté, à plus de... Ils se reconnaissent en tant qu'héros. Alors, peu importe comment cette complicité-là, elle a eu c'est- une fusion, une coopération. Puis tu regardes, Mel, il sourit beaucoup à Sean Connery, fait que non, ils ont quelque chose où ils se reconnaissent dans cette force-là d'être héros. OK, parfait. Ben, merci. J'ai trouvé une autre information intéressante qui va faire le lien avec Kirk Douglas. C'est que Kirk Douglas, plus jeune, il a subi euh, des commentaires antisémites parce qu'il était juif. Et puis, Mel Gibson, pendant une certaine période de sa vie, il y avait des problèmes d'alcool, puis il aurait fait des commentaires contre les Juifs. Puis à ce moment-là, Kirk Douglas lui a conseillé de discuter avec les leaders religieux juifs pour s'expliquer puis s'excuser. Donc, je trouvais ça intéressant. En fait, ça vient d'une incarnation où Mel est un genre d'Amish. C'est pas une incarnation masculine, c'est une incarnation où il a vécu en tant que femme. Et il y a eu quelque chose qui a... c'est comme si la femme qui l'a été a eu peur et elle a reculé, puis elle a été comme... Il y a quelque chose qui est rentré dedans où elle a perdu des repères, puis ça l'a comme effacé une partie de sa personnalité à cause du traumatisme ou du choc que ça a laissé chez la jeune fille. Puis en plus de ça, il a été témoin d'un cadavre, c'est-à-dire les mains attachées, pendues avec un couteau dans le cœur. Fait que ça a été une incarnation difficile pour cette jeune femme juive-là au niveau des traumatismes. OK? Quand il est revenu ici, il n'était pas juste en jugement avec le courant des Juifs, OK? Il a eu peur, ça a même eu une difficulté à prendre la parole, puis en même temps, ça l'a désorganisé à l'intérieur de lui. Fait que c'est comme s'il y a eu un mouvement de rébellion par rapport aux mémoires qui ont été activées. Puis on m'a montré une autre incarnation de Mel Gibson encore dans une vie juive, où là, c'était un village qui a été... violenté. OK, je vais le dire ça comme ça. Fait que ça laissait comme des traces dans sa mémoire. Ça a même été dans son cerveau et son œil gauche. Et il s'est réconcilié avec la notion spirituelle des Juifs, avec une certaine angoisse intérieure, mais il a réussi à aller un petit peu plus loin dans l'acceptation de sa nature profonde.
C'est encore en rébellion, ça n'a pas été stabilisé, mais c'est pas juste les Juifs en passant, parce qu'il y a peur aussi que certaines races l'attaquent. C'est des mémoires chez eux, c'est pas des jugements vides, c'est juste qu'une confrontation de ses propres mémoires qu'il n'a pas su élever et illuminer, puis ça fait partie justement de ces expériences-là pour lui permettre de traverser ces douleurs-là, puis de remettre un sens à son karma, à son niveau karmique par rapport aux autres. Parce qu'il y a des intrusions de race, puis en tout cas, ça se cultive dans sa mémoire, mais pas juste la sienne, là. Il y a des égrégores de ça. Il y a plusieurs gens qui sont liés à ce genre de problème-là. OK, parfait. Et merci du partage. Je l'aimerais ça enchaîner avec la présentation d'une chanson de Kirk Douglas, tirée du film 20 milieux sur la mer. Puis la chanson s'intitule A Whale of a Tale. Puis j'avoue qu'en l'écoutant, j'avais le goût de danser. Oui, effectivement, il y a quelque chose d'entraînant pour ceux qui s'autorisent à rentrer dans leur cœur d'enfant, parce qu'effectivement, il y a une féerie dans cette chanson-là, puis ça passe un merveilleux moment parce qu'on a toutes des mémoires où ce qu'on a été sur un bateau marin, puis il n'y a rien qui se passe, puis c'est long. Fait que c'est le genre de réconfort pour ouvrir le cœur, et c'est beau, ça amène un moment unique. Excellent. Alors, je vais faire une petite introduction de Kirk Douglas. Dans le fond, il est considéré par plusieurs comme un des pères les plus célèbres d'Hollywood. C'est une des raisons pourquoi on a pensé à lui pour la fête des pères. Il a été acteur, producteur, réalisateur, écrivain américain. Il a participé à plus d'une 80 films, une vingtaine d'émissions, euh, dont j'ai mentionné Spartacus notamment. Puis, on lui a décerné un Oscar d'honneur pour 50 ans de force créative et morale au cinéma. Côté famille, il y a eu un premier mariage avec Diana Dill, et avec laquelle il y a eu deux fils, dont Michael Douglas, justement, et Joel. Puis, il s'est remarié avec une deuxième femme en 1954 qui il a d'ailleurs continué le mariage jusqu'à sa mort en 2020, donc 65 ans de mariage. Puis avec cette deuxième femme-là, il y a eu deux fils, soit Peter, Vincent et Eric. Alors, voilà pour la petite intro. Puis d'ailleurs, quelque chose que j'ai trouvé intéressant, le film Spartacus, ça a été son initiative pour créer ce film-là parce que l'année précédente, il voulait jouer dans le film Ben-Hur, puis finalement, c'est Charlton Heston qui a été préféré. Puis, comme il s'est senti un peu vexé, il a décidé de créer Spartacus pour avoir son film de gladiateur à lui. Ah, intéressant. Ah, écoute, juste te faire une anecdote 3D, Benoît. La semaine passée, on a eu une réunion avec les magnifiques dames du Focus Group et quand tout le monde est parti, on a pris une petite bière sur la terrasse et on a fait une petite... ben, Hélène a fait une recherche Google. Elle a eu l'initiative de taper le meilleur père de Hollywood. Et c'est Kirk qui est sorti. Et quand elle a fait le pire père d'Hollywood, c'est Martin Sheen qui est sorti. Fait que ça a aidé un petit peu à trancher dans laquelle des directions qu'on allait prendre. Alors, j'ai pas le détail du pourquoi qu'il est le meilleur père d'Hollywood, mais en tout cas, je suis curieuse d'aller voir en énergie qu'est-ce qu'il y en est. Alors, tu dis qu'il est décédé en 2020, c'est de la vieillesse, j'imagine? Oui, à 103 ans. C'est ça, hein? Un vieux, vieux longtemps. Oui. C'est 103 ans, mais Michael, il se rendra pas jusque-là à cause de sa santé mentale. C'est spécial, hein? De Douglas, Michael, il n'y arrivera pas. Et c'est dommage aussi pour les trois autres enfants qui sont non connus. Il y a juste Michael de connu dans cette strate-là. Oui, quoique il y en a quand même un qui est producteur et un autre acteur, mais je connaissais pas les, les films dans lesquels il était impliqué, là. OK. Bon, commençons par Kurt. Kurt. Il est difficile à trouver.
C'est une personne qui est dans un état de méditation. Et donc, c'était une âme plutôt tranquille à cause de certaines perturbations qui amenaient à un certain haut niveau. Il a réussi à célébrer et à honorer comme si sa fête était un anniversaire. C'est un petit peu le, le son de son incarnation, de la fréquence qu'il a été et, sur Terre. C'est pas très clair, mais il est loin. Fait que je vais juste passer par Michael. Pour aller le réveiller, c'est spécial, hein? Michael savait où il était. Moi, je le voyais, mais j'avais pas le chemin pour m'y rendre. Bon, OK. Dans son cœur, il est déçu. Il a arrêté son progrès. Ça a fermé son quatrième œil, puis ça a diminué sa progression au niveau des annales. Il y a eu un peu de lenteur. C'est au niveau de son éveil. Il a réussi à connecter des fréquences avec la harpe, des notes qui ont passé au niveau de son troisième œil, mais il y avait une douleur au niveau du cœur, puis c'est pour ça qu'il s'est entêté à ne pas aller voir et à ne pas ouvrir. Alors, il reçoit de ma part une dose de compassion et de don de soi qui était jaune et verte et vraiment qui s'est déposé dans son cœur pour le ramener à ce qu'il puisse comme sortir de son état de prière. C'est un état de prière, de méditation, mais tu vois, quand il y a des énergies qui passent et qui circulent pour l'aider, il y a des mémoires de la Terre qui sortent et qui, tu vois qu'au niveau de son courant, ben, c'est quand même assez prêt à dégager. C'était lié au niveau de sa gorge. Il y a beaucoup de pression, de tension. Il y avait de quoi aux articulations. Tu vois que c'est un genre d'arthrite, là, j'imagine. Il se vide la tension des doigts, des mains. Il y a les deux parallèles. Il y a le parallèle de la dureté. Il y a aussi des mémoires militaires à un certain niveau qui l'ont endurci, qui ont rentré dans ces énergies au niveau des chakras. Il y a de la difficulté à un office de pardon. Mais OK, je vais commencer à la base. Kirk Douglas, s'il y a une âme jaune, il y a une âme verte. Fait que la solution est rentrée exactement à la dose qu'il était parce que quand je l'ai vu, il était comme blanc méditatif. Et j'ai pas pu voir sa fréquence de couleur d'âme en partant. Puis après ça, il s'est converti en prière, puis c'était un genre de paix rose, mais qui libérait des gros traumatismes. En tout cas, des images qui l'avaient bloqué. Puis après ça, il s'est redressé, puis là, j'ai vu que il était jaune et vert. Finalement. Il aime danser. C'est dommage que je ne l'ai pas trouvé de Charleston parce que il l'a très, très, très bien. Ça, c'est quelque chose que j'aurais pu approfondir dans les recherches vidéo, mais il n'y avait pas grand-chose sur lui en passant, niveau vidéo. Mais je le vois qu'il aime le Charleston, puis c'est vraiment une période, une danse qu'il aime beaucoup encore profiter. Le don de l'accordéon, le don de l'harmonica. Ben, on l'a vu avec sa petite guitare, mais oui, effectivement, je le vois avec un genre de brindille de blé, puis là, il joue de la musique. C'est une personne très proche. Il y a une connotation cultivateur. Il a aussi travaillé à la construction des chemins de fer dans une autre incarnation, celle avant au niveau des États-Unis. Alors, il est là. Avant ça, il a déjà été un agriculteur qui prenait soin. Fait que M. Douglas, ça fait plusieurs incarnations de suite qu'il vient aux États-Unis. Mais effectivement, parce que je suis allée lui demander qu'est-ce qu'il pensait justement au niveau de la démocratie armée des États-Unis. Et là, il a comme levé les mains, il a comme pas, il a tassé un fusil puis il a levé les mains. Ça, il trouve que c'est assez. Donc, on voit que c'est la partie qu'il n'a pas aimé nécessairement dans son incarnation. Puis, je veux juste vous dire qu'il y a une étoile très allumée. Je fais un lien tout de suite avec Michael Douglas. As-tu vu son film où il est président des États-Unis, Michael? Non, je l'ai pas écouté. Je te raconte le gros du sujet du film, OK? Tu manqueras pas grand-chose, là, mais c'est excellent à un point de vue et c'est très, très, très excellent, OK? Une chose. À un moment donné,
il se fâche, là. Il prend un discours à la fin du film où, là, il dit que, là, c'est assez, les armes à feu, là. C'est assez. Puis que lui, là, sa présidence, il va le faire justement à ce qu'on se débarrasse des armes à feu. Puis qu'il était même prêt à faire du porte-à-porte puis aller voir chacun des Américains chez eux pour les amener à se départir de leurs armes à feu. Et c'est la seule, je te dis, la seule grande puissance américaine qui a passé sous le radar des solutions envisageables politiquement. C'est comme, dans ça, là, ils ont la solution pour rétablir la cohésion, la dysfonction interne américaine. Michael Douglas l'a porté, le dit. Et c'est la solution. Ouais, c'est juste là qu'il en parle. Il n'en parle pas nulle part d'autre, ailleurs, jamais. Hein? On a plus d'armes, plus de règlements, on arme les professeurs. Comprends-tu? Ça dégénère. Ça va ça va à l'antipode de la solution qui a été évoquée par Michael Douglas dans ce film-là. Alors là, tu vois, en regardant, je lève les mains puis je me libère. Kurt était tout blanc avec une aura jaune. Alors, tu vois, quand son fils est arrivé avec cette solution-là, c'est certain que le père a dû être très heureux parce qu'il pensait. Fait qu'il aime les États-Unis, mais effectivement, au niveau de la démocratie armée, il ne veut plus toucher à ça. Alors, j'ai pas son plan de future incarnation, OK? Dans le sens que j'ai pas accès à l'information s'il va revenir aux États-Unis. Mais il y a une blessure d'abandon qui est encore là, qui est encore présent et qui vient de sa mère. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas gonflé au niveau de son cœur, au niveau de son âme, puis il a à raccorder sa charité. Est-ce que tu as un résumé? Benoît, je ne veux pas te coincer, là, mais son implication financière au niveau des organismes, des dons, y a-tu des choses? Ben, dans le fond, oui. Kirk Douglas, il y avait une fondation, la fondation Douglas, pour aider les enfants défavorisés. Et il s'est battu autant dans des rôles de films que pas pour l'inclusion sociale et la paix dans le monde. Merci, merci, merci. J'aime beaucoup cette information-là. Quand tu as parlé de la Fondation des enfants, au niveau de son chakra-cœur, effectivement, il y a un anneau de compassion, puis il y a de l'amour que ça, puis c'était important pour lui. Alors, c'était non seulement très important, mais il a trouvé ça très nécessaire et ça faisait partie de ce qui a pu contribuer. Alors, je suis très contente parce que ce qu'il a fait dans la fréquence qu'il est a été très sincère, puis effectivement, ça contribue à faire une différence et il a vraiment, c'est vraiment une thématique qui l'a touché, qui, dans le cœur, etc. Alors, on voit que c'est une personne sincère. Moi, bravo pour ça. Sa générosité de ça vient de son mélange de rose, son mélange de jaune. Donc, au niveau de la compassion, ça passait du cœur. Puis le jaune, habituellement, sont des généreux. Mais pour la paix, ça aussi, je le félicite. Ça, c'est la concordance de son évolution avec son jaune qui est quand même assez illuminé. Hein. C'est un homme qui avait la foi, qui avait la force, puis qui avait la détermination, puis qui avait de l'énergie à revendre aussi. Puis il y avait de la colère. Ça a été moins bien géré. Il y a eu un peu de pensée suicidaire, tu vois, je les vois. On va nettoyer ça tout de suite. C'est du karma jaune, orangé. Il y en avait dans sa lignée maternelle. Il y a de la tristesse là-dessus. Ça va se libérer de sa sphère mentale et ça travaille entre autres sur Michael en même temps, parallèlement, pour vider sa psyché. Parce que Michael, sa psyché, il y a comme plus de mémoire, il y a plus de misère. Euh, mais Michael est en mode de pouvoir accepter puis mettre de l'amour. Il a mis fin à certaines périodes de rébellion, puis ça, c'est quand même assez présent. Mais il y en a trop, puis il n'a pas pris la parole assez souvent. Il a pris les choix plus faciles. Il y a une différence de fréquence entre le père et le fils. Le père est comme plus jaune vers le doré, puis le fils est comme plus blanc dans l'argenté. Pas au niveau de leur âme, mais au niveau de leur dualité, puis de leur progression dans leur rythme de vie, au niveau de leur mouvement. Mais Michael, Michael
Michael, il s'est plus accroché au niveau de l'argent, tandis que son père, il a eu la force de la construire et de la faire évoluer et de l'amener dans un état plus jaune. Michael est plus dépenseux, puis il est un petit peu plus superficiel, puis c'est comme s'il a misé sur son talent pour en avoir d'autres, fait qu'il a moins fait attention, il a moins construit. Va voir, s'il vous plaît, Michael, où est-ce qu'il s'est impliqué au niveau des organismes, si tu as l'information, s'il vous plaît, Benoît. Donc, ben, d'ailleurs, tu parlais de le contrôle d'armes à feu. Puis ici, j'ai que c'est depuis l'assassinat de John Lennon en 1980 qu'il a pris le contrôle des armes à feu à cœur. Sinon, il a été pour le désarmement nucléaire, d'ailleurs. Sinon, aussi, il soutenait les acteurs de façon générale pour ceux qui avaient des ressources limitées pour leur implication dans le cinéma. Là, tu parles de Michael, là. Oui, oui, c'est Michael. Michael a, dans la vraie vie, travaillé pour le désarmement et la nucléaire. Oui, pour le désarmement, ben, en fait, si j'ai en 1998, qui était pour la paix et pour le désarmement nucléaire. Je te remercie. Je te remercie de toute l'information que tu m'amènes là. Ça développe une reconnaissance encore plus dans mes profondeurs pour leur investissement au niveau du talent. Et là, tu vois, dans cette optique-là, au niveau du désarmement nucléaire et tout ça, Michael était accompagné par la fréquence argentée. Mais je voulais voir, dans le fond, comment que, puis garde, pour s'attaquer au nucléaire, puis à tout ça, les armes, là, on s'entend que ça prend la protection du rayon argenté. Fait que moi, je le voyais, l'argenté chez lui, mais je ne savais pas comment. Fait que là, avec l'information que tu me donnes, là, je comprends. OK. Ah! Je comprends, puis tu vois, je regarde au niveau de son cœur où ce qui est rendu aujourd'hui, puis il répond ça, il est encore pas mal tanné. Et là, tu vois, c'est le cœur qui m'a répondu, mais il y a une déviation au niveau du chakra de la gorge, puis là, il y a une boule jaune. Ça veut dire qu'il y a des émotions au niveau de ça, puis il n'a pas pu aller à fond parce que là, ça crée une congestion au niveau de son chakra de la gorge, ça pèse sur sa thyroïde, ça défait au niveau de son œil gauche. Bon, écoute, pour libérer la rébellion et l'acceptation, tu vois, sa femme, elle vient de venir pour comme s'unir à libérer. Fait que, bon, on se doutait peut-être des raisons pour Catherine Zeta-Jones d'être avec Michael, mais le fait qu'elle vienne l'aider, c'est de l'amour, ça. Ça, elle est prête à l'accompagner pour vider sa congestion de son bouchon jaune dans le chakra, là, avec une belle dose de compassion, puis de participation, puis d'accompagnement. C'est une magnifique épouse qu'il a. Puis au niveau de l'âme, c'est génial. Fait que ça, je suis contente parce que là, j'ai la confirmation de la sincérité de la relation. Juste parce qu'elle est là dans son évolution. Tu comprends? OK. Ah, c'est le Oui. fun, les âmes, ça dit tellement de choses. Je vais prendre quelques respirations parce que c'est pris, sa boule est prise au niveau de son poumon et il y a une zone de choc grise, mais c'est pas un beau gris. Il y a des constitutions pour avoir un cancer des poumons très proche. C'est gros son refoulement. Il est inquiet aussi pour sa famille, tu vois. Fait qu'il sent qu'il y a quelque chose. Il y a de la colère, tu vois. C'est tout dans l'énergie jaune. Fait que c'est pas une colère rouge, c'est pas une colère noire, c'est une colère émotionnelle, c'est jaune, là. C'est en train de c'est en train de se transformer, mais il faut travailler aussi le poumon. Le poumon persécuté, au niveau de l'argent, comme il est bien, bien dépenseux, à un moment donné, il a vu que, parce que c'est comme un homme d'ego et d'orgueil qui veut avoir plus d'argent que sa femme, tu comprends? Là, il y a un moment donné, il a vu que ça diminuait chez eux, puis qu'elle, ça continuait à bien rouler, puis Catherine, elle met tout ça ensemble, puis il n'y a pas de problème, tu sais. Puis ils ont un bel avenir pour ses filles. Catherine, c'est important pour elle, elle a un karma là-dessus. Mais en tout cas, pour revenir à la transformation de Michael, hey, je m'excuse, on était au père puis on est en train d'aider je m'excuse, je viens de tout défaire ton planning d'émission, Benoît. Madame, c'est bon.
Mais là, c'est ça, là. Michael, il a besoin de fusionner, ça va lui faire du bien. Puis il a juste à accepter encore plus. C'est pas juste au niveau des montants, mais il y a une révolution au niveau nucléaire qui n'a pas commencé encore, qui est comme en ébullition, puis qui est pognée sur une masse karmique. Bon, fait que il est pas assez installé dans qui il est parce qu'il a peur. Puis là, il a bloqué sa masse d'argent pour pouvoir moyenner et aller plus loin, plus fort dans ses aspirations-là. Puis c'est dans cet entrepreneur-là qu'il aime, dans le fond, pouvoir opérer, s'exercer. Juste ça, ça lui donnerait un nouvel essor, une nouvelle expansion, puis un nouveau projet. C'est ça un peu qui lui manquait. Puis c'est un petit peu ça qui est difficile à placer parce que même s'il bouge son projet, il y a comme une vague noire, une nappe, là, fait que je mets le projet là-dessus, mais il est comme pas prêt à bouger. Il y a une partie de lui qui est en train de faire ses adieux sur la Terre, mais il est pas prêt. Je sais pas pourquoi, mais il y a un cap tournant à ses 78 ans qui pourrait faire en sorte qu'il parte plus vite. Quel âge a-t-il? Michael Douglas, il est né en 44, donc il aurait à peu près 70 ans. Ouais, je note au focus group, mettez l'âge précis. Ça va éviter qu'on essaye de se faire des calculs. Il est né en 1944. Donc Alors, juste une 69 ans. petite note, tiens. En tout cas, il y a une porte de sortie à 78 ans pour Michael Douglas. Je ne sais pas ce qu'on est rendu dans sa chose de vie, mais il est comme un peu plus au désespoir que son père ne l'a été. Son père, il a été un bon vivant, il a accueilli, il a surfé. Parce qu'il y avait l'intégrité, parce qu'il était bien groundé, parce qu'il y avait aussi un accès à ses annales. C'est une personne qui a écouté son doute, là je parle toujours de Kirk, mais qui a réussi à Kirk, là, il est quand même assez lumière. Il n'y a pas grand zone d'absence, il n'y a pas grand lourdeur. Tu sais, c'est quand même un phénomène. C'est pas une lumière étincelante. Tu sais, c'est sûr qu'il aurait pu gagner plus de richesse spirituelle, mais pour moi, je regarde les âmes des gens, là, pour un Hollywoodien, c'est quand même beau. C'est pas étincelant, c'est pas très fort, mais il a quand même fait ça noblement. Tu sais. Mais le problème avec Michael, c'est qu'il était un petit peu plus hyperactif, puis il était moins discipliné, il était plus tannant. OK? Puis ça se touche aussi chez Michael, malheureusement, au niveau de sa sphère mentale. Il y a comme une plaque, il y a des difficultés, des troubles mentaux un petit peu plus prononcés que son père n'a pas. T'as-tu de quoi sur la santé mentale de Michael à certains niveaux? Parce que c'est pas comme Sean Connery, mais il commence à avoir des absences. Je le vois. Ben, c'est pas les mêmes absences que Sean Connery, mais il y a comme un parallèle dans lequel Michael se retrouve occasionnellement. Je sais pas, je le dis pas comme il faut. Ça n'a peut-être pas été Ben, diagnostiqué, hein, comme je te dis, moi je vois des choses, mais c'est pas ça qui sort, là. ben, en fait, comme note pour Michael, il a dit que lui-même, il aimait jouer les méchants parce que c'était plus facile de franchir les barrières morales et éthiques, puis que le métier d'acteur pour lui, c'était de parler une langue commune, celle du cinéma. Mais d'ailleurs, j'ai une question par rapport à ça, parce que euh, il y a eu un cancer de la langue. Tu parlais qu'il y avait peut-être éventuellement un cancer des poumons, mais il y a eu le cancer de la langue. Puis, euh, à quoi est-ce que ça serait dû, ça? Euh, Attends un peu. OK, je reviens au niveau de sa sphère mentale. Il n'y a rien qui se dit là-dessus, mais il a ouvert. OK, check bien. Il a ouvert des portes. Tu sais, tu dis, j'aime ça, jouer les méchants, mais quand tu t'en vas ouvrir ce genre d'expérience-là, OK, ça amène un genre de dédoublement de ta fréquence. Ça amène l'exploration d'espaces qui peuvent être plus douteux, plus dérangeants et plus psychédéliques aussi. Puis là, ça, je te le dis, ça s'est accumulé dans sa charge mentale.
OK? Et là, il est comme plus sous l'influence de l'ombre qui peut tomber parce que c'est l'énergie qu'il a cultivée, c'est la relation qu'il a échangée. C'est un excellent acteur, il est capable de jouer partout, mais il est à la confrontation de son niveau d'évolution et de son éveil qui pourrait pousser plus fort, mais qui n'a pas fait parce qu'il y a une partie de lui qui a abandonné. C'est juste moralement, c'est juste de ne pas avoir assez accepté de suivre son courant puis d'aller là où il peut véritablement accepter d'ouvrir. Et là, il prendrait de l'aide du bleu indigo, justement, pour se projeter un petit peu plus vite en avant. Fait que tu vois, il a ouvert, il était un petit peu plus dérangé, je vais le dire de même. Et là, ça y a créé des portes d'aliénation et qui a franchi, mais qui sont là dans son corps mental, encore en interférence, puis il ne sait pas comment s'y échapper. Fait que c'est pour ça que je te dis, dans son idée de sécurité, il y a une confrontation intérieure, il y a des implants, puis il est un petit peu comme trempé dans cette fréquence grise laiteuse, pas très belle, qui est toxique, si on peut dire, comme un environnement toxique qui fait en sorte qu'à un moment donné, ça lui crée une osmose avec un parallèle bizarre. Je ne sais pas si c'est clair. Il a joué avec le feu, puis il est pogné avec ça. Puis tu le vois, puis des fois, il boite, il a de la misère. Même physiquement, tu vois sa jambe gauche, à 7, des fois, il n'y a pas assez de force, ça passe pas bien. Fait que c'est comme Mike, je vais le dire de même, puis je suis vraiment, c'est dommage, là, mais Michael est comme rendu un vieux malade. Ouais. Fait que son cancer de langue, c'est sûr que c'est des affaires c'était la même couleur, OK, que son spot jaune dans la gorge. Fait qu'il n'a pas réussi à amener son message, sa communication, puis sa doctrine à un niveau plus fort et plus élevé de sa conscience et éveil spirituel parce qu'il aurait pu bâtir et construire davantage. Mais il a mis au moins du temps, il a mis au moins une conscience sur sa famille avec Catherine, puis il a mis un beau mur rose de briques pour justement protéger sa famille puis avoir une partie de son intimité. Mais le mur qu'il a construit avec Catherine, c'est comme plus loin. Fait que c'est pas, c'est une personne qui s'échappe un peu, tu comprends-tu? Il s'en va à droite, il s'en va à son mur, nani, nana, où il vit sa vie, mais il y a quelque chose, malheureusement, qui est déphasé et c'est dans son ancrage et ça va y amener des difficultés encore plus dans son humanité. Puis c'est comme il est en train de sortir des visages, comme s'il y avait plusieurs visages qu'il avait mis pour éviter qu'on regarde qu'il avait pleuré. OK, d'accord. Je sais que comme il était acteur comme son père, en début de carrière, son père, il lui disait qu'il ne trouvait pas bon. Puis là, Michael, ben forcément, j'imagine, ça l'a atteint un certain point. Puis c'est seulement lorsque il a gagné un Oscar pour son rôle dans le film Wall Street qu'il s'est senti euh, à part entière où il sortait de l'ombre de son père. Fait que j'imagine que tout ça aussi, ça a joué un peu sur ses énergies. Quand tu as parlé de ça, là, ce que j'ai vu, c'est une mémoire de Far West, OK, où son père et lui, ils ne se sont pas protégés, puis ils ont eu un conflit ensemble, puis il y avait pas la reconnaissance par rapport à son fils, mais dans la vie de Far West, c'était un individu en compétition. Puis en tout cas, c'était de la tension entre les deux. Puis en passant, c'est comme si ce que je vois, c'est Kirk a voulu le protéger, puis de l'amener à sa connaissance, à sa manière, mais il n'a pas réussi. Fait qu'il a passé par la mère de Michael pour transmettre tout ça. Puis, parce que comme Michael était un petit peu hyperactif, ça y prenait des objectifs, puis il est encore de même, il est soumis à ça. Ça fait partie du chasseur ou du guerrier. Tu vois, tu as un rêve, mais tout en œuvre pour y arriver, même si ça fait en sorte que tu utilises des crocodiles, là, tu sais. J'ai vu des crocodiles se battre, je m'excuse de ma vision, là.
Mais c'est ça, il va y arriver. Mais lui a un objectif, il va y arriver. Fait que c'est comme aussi son père, il connaissait comment il marchait, tu sais, en disant qu'il pouvait s'améliorer, ben il savait que Michael, il aurait tout mis en place pour lui prouver qu'il peut y arriver par lui-même. Ça fait partie du genre de compétition débile, inconsciente, qui a amené Kirk à le faire rager aussi, parce que c'est comme si Michael n'a pas eu comme la droiture, l'alignement, la sagesse en partant, puis comme qu'il était un petit peu chancelant, qu'elle est un petit peu à gauche, un petit peu à droite, c'est comme était un peu extrême dans ses expérimentations pour le ramener un petit peu plus sur la voie du centre. Il est arrivé, mais écoute, par la voie du cœur, il avait entre 40 et 45 ans. Fait que ça a pris du temps avant qu'il puisse maturer là-dessus, puis se considérer comme complètement agile, de pouvoir comme laisser aller le poisson dans l'eau, puis sortir quand il voulait, là. OK, parfait. Euh, Avant de poursuivre, je vais juste mentionner la trame sonore pour Michael Douglas. Dans le fond, c'est une prestation de chant et de danse de Catherine Zeta-Jones lors d'une soirée honorifique pour Michael Douglas. Oui, ben, comme on sait que Catherine chante et danse, ça me tentait pas de mettre Chicago parce que c'est pas un film que j'ai bien aimé, mais j'ai trouvé un genre d'hommage où Kurt Douglas est à côté, fait que là, c'est le fun et c'est une soirée hommage à Michael. Puis Michael, il y a rien, hein, il chante pas, il danse pas, fait que niveau vidéo, il y avait pas grand-chose pour lui. Fait que quand j'ai vu que Catherine lui faisait un hommage où elle chante avec une chorégraphie et tout ça, ben, je me suis dit, ah, c'est très cute, c'est très cute. Très, très cute. Puis c'est pas n'importe quel homme aussi qui est capable de supporter le talent de sa femme comme ça, mais lui, il a été assez confortable dans sa masculinité, dans sa virilité, pour que sa femme puisse s'exposer dans sa beauté, continuer à produire dans sa création en développant ses charmes, ses talents et tout ça. Il est très fier d'elle. Fait que je trouvais que c'était une vidéo où on le voyait à côté de son père, qui est aussi très, très, très content pour son fils. Puis on voit qu'ils ont réussi à dépasser leur rivalité. Alors voilà, fait que pour Michael, hommage fait par sa femme, qui est quand même un magnifique beau cadeau. Absolument. Je vais revenir à Kirk pour quelques questions. En fait, ce que j'ai trouvé ça d'intéressant pour Kirk, c'est que il a écrit son autobiographie. Puis à plusieurs différentes années, il a écrit différents chapitres, si on veut. Alors, on a un peu ses états d'âme. Puis je trouvais ça super intéressant. Il y en a un d'ailleurs. euh, Quand il était jeune, il a été ostracisé en raison de ses racines juives et il a aussi changé de nom un peu pour ces raisons-là quand il s'est enrôlé dans la guerre, dans l'armée pour la Deuxième Guerre mondiale. Euh, Par la suite, il a joué dans de nombreux films qui dénonçaient et le racisme et la violence. Puis il a notamment tourné dans le premier film tourné en Israël de Juggler. Puis un autre fait intéressant, c'est qu'il y a eu un accident d'hélicoptère en 86 où il est pratiquement décédé, mais par miracle, il s'en est sauvé. Puis à partir de ce moment-là, il a eu il a retrouvé sa foi et son identité juive. Est-ce que le retour à sa foi, est-ce que ça peut être quelque chose qui explique sa longévité de 103 ans? Je vois pas de lien parce que ces codes de longévité viennent de sa mère et de sa grand-mère, OK? Il y avait ça dans l'essence de sa maternalité, ben, de sa lignée maternelle. Fait que je te poserai pas la question, sont mortes à quel âge, les madames? Je te mettrai pas dans cet embarras-là. Mais en tout cas, en énergie, si ça vient de là. Puis en plus, il y a je sais, sa mère, elle a eu un passage de compassion qui a été important parce qu'il a été capable de comprendre des choses. Bon, je veux revenir. Je savais pas qu'il avait fait son service militaire, mais je comprends pourquoi que ça rentrait dans lui à ce niveau-là. Après ça, tu as parlé de ses progrès et de société là, avec la dénonciation du racisme et tout ça. Et après ça, tu es arrivé au niveau de l'hélicoptère. Ce qui est arrivé, écoute, attends un peu, je sais pas, il est à côté, puis il est lumineux. Je vais juste aller voir qu'est-ce qu'il veut dire.
Puis, sais-tu comment il a répondu? C'est carrément, c'est une drôle de réponse. Quand tu réussis à danser. Si j'ai vu ses épaules passer, il était comme rendu bleu indigo, puis tout ça. Fait que c'est comme si ces expériences-là lui ont ramené le goût à la simplicité. Si tu es capable de danser, tu vas être capable, ben pas de danser en compétition, tout ça, mais si ton cœur est joyeux puis tu danses, là, il y a quelque chose qui va t'aider à passer les plus gros morceaux. Fait que sa réponse à lui, il est bleu indigo, puis il se fait bouger les épaules un peu. Fait qu'il faut que ça bouge, faut qu'il y ait un rythme. Et c'est ça, dans le fond, sa réponse. La foi, pour lui, c'est d'arriver à être heureux, puis pouvoir suivre le rythme. Alors, ça répond pas à ta question, mais sa réponse est intéressante. OK, d'accord. Ouais. Parfait. En fait, ça me fait penser hier, c'est un peu hors contexte, mais j'ai vu le courriel de quelqu'un, puis c'était marqué Danser dans la lumière. J'ai trouvé ça fabuleux. Alors, pour une autre question en lien avec Kirk, c'était que il y a eu une attaque cérébrale en 96 et une attaque cardiaque en 2001. Suite à ça, il y a eu plus de difficultés à jouer dans des rôles, dans des films. Puis il a joué dans un de ses derniers films en 2003, Une si belle famille, en compagnie de son ex-femme Diana, de son fils Michael et de son petit-fils Cameron. Donc, est-ce que la fierté de jouer avec sa famille dans ce film-là a compensé du fait qu'il lui-même avait plus de difficultés à jouer dans des films par la suite? Ben, effectivement, le fait d'y aller avec le volet familial, il savait que c'était un gros cadeau, il savait que c'était son legs, puis il savait qu'elle allait pas être jugée, puis qu'elle allait être accompagnée où ce qui était rendu. Fait que quand tu tournes avec ta famille, c'est plus facile d'avoir une ambiance plus proche sur un plateau, puis d'arriver à la véritable expérience, parce que tu te sens accueilli, accepté et aimé pour qui tu es. Ta famille va te comprendre, vont s'adapter, tu sais. Euh, Ce que je peux répondre à ta question, c'est que ce film-là, il a amené un niveau de gratitude surélevé qui l'a illuminé complètement. Fait que juste ça, ça y a apporté une dose de compassion, à savoir que c'était un legs qu'il laissait pour sa famille. Mais tu vois, malgré ses attaques, c'est ci, c'est ça, c'est de la fatigue qu'on voit. Tu sais, tu me parles de ces choses. Fait que c'était une personne fatiguée, ben c'est normal la vieillesse hein, aussi, mais il y a un sentiment de satisfaction d'avoir livré ce qu'il avait à faire. Puis je fais juste te dire ça, il illumine beaucoup dans le jaune, dans le vert aussi. Je sais pas quoi dire à part qu'il était satisfait et beaucoup dans la gratitude par rapport à ce projet-là. OK, parfait. Euh, On va passer à Catherine Zeta-Jones. Une des trames sonores que tu as choisies, tu me corrigeras si je fais erreur. Je crois que c'est tiré de la série Wednesday. C'est intitulé Wednesday Playing Cielo Theme Painted Black. Oui, ben, il y a deux chansons proposées pour Catherine. Si tu me permets, Benoît, je vais les annoncer tout de suite parce que je pensais que le tango de Zorro, je l'avais mis en premier, mais ça se peut que j'aille décaler. Il y a deux vidéos pour Catherine Zeta-Jones. Zorro avec Antonio Banderas où elle fait un magnifique tango passionnel. Donc pour ça, parce que c'est un des personnages qui lui va très très bien, puis ça aurait été intéressant d'ouvrir ça avec Antonio Banderas parce que ils ont des liens connectés au niveau du hara, il y a des forces, il y a des choses qui se sont vécues entre les deux énergétiquement. OK? Quoique le tango qu'ils font est excellent, alors ça fait partie des plus belles scènes d'Hollywood, c'est pour ça que je vous l'ai présenté. Mais Catherine Zeta-Jones fait également Madame Adams dans la série Mercredi Adams, malheureusement disponible que sur Netflix. Donc, si vous n'avez pas Netflix, vous ne savez pas que Catherine Zeta-Jones a fait Madame Adams. Alors, là, j'ai profité de sa filiale d'amour maternel pour passer une chanson de Mercredi Adams au violoncelle.
parce que je ne sais pas quand est-ce qu'on va faire Jenna Ortega. Ça risque d'être très, très loin dans la liste des célébrités. Alors, vu que Catherine Zeta-Jones a un amour maternel très fort pour sa vraie famille, mais aussi pour ses personnages de mère. Donc, c'est ça. Fait que c'est du violoncelle de mercredi dans la série de Netflix. OK, parfait. Donc, une petite intro sur Catherine Zeta-Jones. Elle est actrice et chanteuse britannique, née en 69. Elle commence dans le fond à jouer dans des pièces de théâtre plus tôt dans sa carrière. Ensuite, va jouer dans une trentaine de films et une quinzaine de téléfilms. Euh, Elle enregistre quelques chansons comme artiste solo et d'autres bandes originales de comédie musicale. Puis, elle est connue d'abord dans le film Le Masque de Zorro. Zorro, justement, avec Antonio Banderas en 98. Puis, elle va obtenir également un Oscar pour son rôle dans la comédie musicale Chicago en 2002. Euh, Évidemment, elle est toujours en couple avec Michael Douglas. Puis, on avait noté une différence d'âge entre Harrison et Calista de 22 ans, mais entre Catherine et Michael, c'est 25 ans. OK. OK, super. Alors, est-ce que tu veux que je te donne d'autres détails? Ben, en fait, c'est ça, ils sont mariés depuis 2000. Ils se sont rencontrés, je crois, un an ou deux avant. Puis ils ont eu deux enfants, Dylan en 2000 et Caris en 2003. Bon, Catherine. Pardon. Catherine, premièrement, c'est une énergie jaune, verte et rouge. C'est pas compliqué. Elle est jaune centrale, verte deuxième couche, rouge troisième couche. Le rouge qu'elle porte n'est pas compatible avec Michael, fait qu'ils ont des ondes de tension, puis quand ils se parlent ou qu'ils se chicanent, c'est très intense. Catherine Zeta-Jones, elle a été, c'est bizarre, hein, elle a été fidèle, elle a été capable d'être une femme parfaite à cause de l'amour de son père qu'il a eu pour elle. On voit que cet amour paternel-là l'a amené à ce qu'elle puisse comme se sentir bien. C'est spécial, hein? Mais elle a une genre de force animale. C'est comme si c'est une lionne ou un gros félin, là, tu sais, capable de répondre, pas nécessairement avec agressivité, mais capable de défendre sa place, son territoire. Mais elle est allergique aux illusions et aux mensonges. Ça vient de son jaune. Elle a apprécié la capacité de Michael d'être droit. C'est pas plus compliqué. Elle arrivait à dire des choses qui descendaient là, très crues, très directes, puis Michael était capable de le retourner de bord, puis d'y arriver avec le même genre de réponse intelligente, bien livrée, etc. Ils ont une complicité un petit peu animale, mais intense, basée sur une intelligence, mais celle des sens aussi. Fait qu'ils ont été capables d'avoir une belle chimie sexuelle en passant. Et c'est plutôt elle qui domine. C'est bizarre, là. C'est comme information que je vous livre. Mais c'est elle qui a le contrôle. C'est elle je m'en ai dit, qui gère tout ça, là. Je m'excuse, je suis gênée de l'information que je viens d'avoir au niveau de leur vie sexuelle. Et elle a les deux. Oui, oui, c'est elle qui mène la barque. Puis il est reconnaissant de sa femme. Il est puissant. Lui, c'est drôle. Dans sa conception, là, il fait partie de ces hommes qui, qui prouvent leur amour par des cadeaux. C'est spécial, hein? Mais je t'aime beaucoup, tu as beaucoup de cadeaux. Tu as beaucoup de cadeaux souvent, puis c'est un dépensier, fait que c'était très, très facile pour lui de gagner, de montrer à sa femme qu'il l'aimait beaucoup. Ça, c'est spécial. C'est comme si, puis moi, je suis pas habituée à ça, hein, de recevoir des cadeaux de même, juste pour me dire qu'on est belle puis qu'on se fait aimer, là. Mais elle, ça, elle a ça tout le temps.
Elle a ça tout le temps. C'est décoré parce que c'est des cadeaux de toile qu'il a donné, des cadeaux de vase, des cadeaux de ci, des cadeaux de ça, des bijoux, des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Puis ça a coûté de l'argent, là. C'est sérieux, là. C'est beaucoup de cadeaux. Fait que ça c'est le fun d'avoir l'expérience parce que moi, je suis pas achetable, ça m'est jamais arrivé. Moi, tu m'aimes, OK, t'as pas besoin de vider ton compte de banque pour me le dire, tu comprends? Mais là, cette expérience-là, moi, pour moi, j'apprends des choses. Tu fais ça, toi, Benoît? C'est-tu typiquement à l'homme, parce que je t'aime, je te fais des cadeaux? Ça marche-tu de même chez tous les hommes? C'est une bonne question. Je pense pas. Non, je pense pas. Non? Il y a beaucoup d'hommes cheap. Ça, ça se peut. En tout cas, lui, il l'est pas, puis ça vient particulièrement de son genre, ça vient aussi de sa détresse, OK? C'est pas complètement désintéressé, le fait d'y aller comme ça, aveuglément, dans son abondance de cadeaux, là. Mais c'est important parce que Catherine, elle prend pas tout 100% sans rien dire. À un moment donné, elle redresse, elle fait ses choix, puis elle place ses affaires, là. Mais en tout cas, ils ont réussi à, j'imagine, à trouver un équilibre dans cette expérience-là. Catherine, extrêmement discrète, elle suit beaucoup son instinct. C'est pas une femme qui s'épivarde puis qui parle de sa vie à tout le monde, n'importe quoi. C'est vraiment une femme très discrète. Ça vient d'une incarnation qu'elle porte dans le cœur où elle a été une sorcière. Alors, elle est habituée dans son cœur de vouloir rester discrète dans ses énergies. Puis c'est drôle, hein? Parce que la partie de la magie qu'elle a pratiquée dans une de ses dernières incarnations, c'est de la magie rouge. Ça fait des spots rouges dans son chakra-cœur. Et la magie rouge, c'est une magie liée à l'énergie sexuelle. Fait que c'est peut-être pas pour rien que c'est elle qui a le lead. Je comprends pourquoi. Fait que bref, dans la dernière incarnation, elle a trafiqué beaucoup avec la magie rouge. Et voilà, je veux juste arriver à ce que ça se libère au niveau de son cœur. Michael est en train de dégager l'aspect militaire que son père a eu et qu'il y a eu une répercussion sur lui. Je ne sais pas pourquoi, mais il est en train de transformer quelque chose en lien avec son enfance. Euh, mais Catherine, c'est drôle, c'est comme si elle mange beaucoup, puis elle reste mince. Je sais pas comment qu'elle fait, mais elle a une illusion à ce niveau-là. Euh, c'est bizarre, sa conception. Ça aurait été le fun d'avoir quelqu'un qui suit les vedettes et les régimes, et etc., là, parce que de la manière qu'elle pense, puis que ça a un effet sur son ventre, c'est spécial. C'est la première fois que je vois ce processus-là. J'aurais voulu avoir de l'information là-dessus, parce que là, on passe dessus, mais je sais que les recherches, vous n'allez pas tomber là-dessus sur Google, là. Ça prend quelqu'un qui suit les potins dans les revues, puis là, les 12 régimes de Jello, de ci, de ça. Ça aurait été ce genre de spécialiste qui aurait pu répondre. Je sais que je ne vous poserai pas la question. Vous ne l'avez pas, ça, non? Hein? Ben, me semble avoir vu une information par rapport à un truc de régime, mais je ne l'ai pas noté. Dans Mercredi, Adams, là, Catherine a changé beaucoup. On dirait qu'elle a été chercher un petit peu de chirurgie. Ses lèvres sont bizarres. La manière qu'elle fait ses... Elle a changé dans la nouvelle production de Mercredi Adams. On voit que ça cache la vieillesse, etc. Puis même la manière que son buste est, tu dis, coudonc, elle n'a pas tout été refaite, là. Fait que, as-tu accès à si elle a eu de la chirurgie esthétique et qu'est-ce qu'elle a fait? Non, j'ai pas ces informations-là. Tantôt, tu mentionnais qu'elle était très discrète et tout ça. Puis d'ailleurs, j'ai vu que à plusieurs occasions, elle a contrôlé l'utilisation de son image dans le sens que des gens avaient utilisé des photos de son mariage, puis ou de sa biographie, ou de le nom de sa marque de cosmétiques. Puis dans chaque cas, elle a fait des poursuites pour justement contrôler son image. Ça vient de son énergie rouge. Merci. OK. Oui, merci, merci. Fait que il y a une partie, oui, je comprends, merci. C'est comme une partie de protection. Ben, je comprends, tu sais, les deux sont hyper populaires, là. À un moment donné, tu as des enfants là-dedans, là, puis tu veux protéger.
Elle a des vœux de silence aussi qu'elle a fait, mais elle a une touche d'agressivité en arrière. Elle a des choses qui n'ont pas été défaites, qui n'ont pas passé dans la compassion du cœur. Le besoin d'allier. Elle se fatigue pas, hein. Je veux dire que elle va vivre pleinement la romance avec Michael. Moi, je pense qu'elle va l'amener jusqu'à la fin. Elle va pas sortir de là ou quoi que ce soit. À la limite, elle va rester avec, puis c'est pas qu'elle va le placer, là, mais elle l'amène jusqu'à la fin. Je vois pas de séparation avant. Puis Michael, il serait capable aussi de dire, regarde, moi, je suis plus capable de te fournir, fournis-toi. Mais, tu sais, elle est proche de Dieu, puis elle est fidèle à son vœu. C'est ça qui est le fun. Ça vient de son autonomie. Ça vient aussi de son jaune, puis une partie de son ventre. Fait que c'est important pour elle de limiter le massacre, si on peut dire, au niveau des apparences de la relation. Ça, je suis d'accord, ça fait partie de son mouvement. Mais elle est comme un cheval dans un enclos. Tu comprends-tu? Éventuellement, elle va sortir, elle va partir, elle va prendre son galop. D'après moi, sincèrement, elle va revenir au niveau d'Antonio Banderas à quelque chose. Parce que c'est trop ancré dans le chakra Hara d'Antonio Banderas. Puis là, c'est noir, ça veut dire que c'est interdit, il y a du karma. D'après moi, lui, il est encore avec Mélanie Griffin. Griffith, je sais plus trop. Puis là, elle était de l'autre côté, fait qu'ils sont pas disponibles. C'est possible, très fortement possible que ça se réunisse à un autre moment donné, parce qu'il y a du karma là-dedans, puis qu'ils ont à illuminer ça. Ils ont trop joué avec le feu de la passion, tu comprends-tu? Ils se sont permis d'y aller jusqu'à la limite, mais ça fait partie de quelque chose dans une trame où il faut y revenir, ça, à un moment donné, parce qu'il y a quelque chose qui est comme en ébullition, tu sais, c'est comme un volcan à quelque part. Catherine en a OK. plusieurs, elle en a trois volcans en passant, fait que je sais pas les deux autres qui sont-ils, mais trois gros. Fait qu'elle a connecté très profondément avec trois hommes, je sais pas lesquels, en tout cas, genre, un sur trois, dont Antonio, mais ça serait de voir. Faudrait que je regarde la trame de les gens avec qui elle a travaillé. Probablement, je serais capable d'aller les chercher. Clac, je disais, ah oui, c'est cet homme-là. Mais là, regarde, c'est un exercice qu'on va laisser aller parce qu'on ne veut pas tant savoir que ça. Mais en tout cas, elle a des réserves. Fait que la journée où ce que elle aurait été étonnée est pas mal pris. Puis en même temps, c'est le fun parce que Michael Douglas l'a comme protégé de tous les vautours, de tous ceux qui auraient voulu d'abuser d'elle, de sa beauté, de de son talent. Fait que ils se sont aidés comme un double bouclier, tu sais. Puis c'est un petit peu ça, ils sont dans un genre de bunker où là, ils essayent de faire leur petite affaire avec leurs réserves, là, mais effectivement, Catherine, elle a une conscience plus cosmique. Elle, c'est plus l'intérêt au niveau de la technologie spatiale. Fait que les armes nucléaires, les ci, les ça, ils ont une conscience à deux niveaux différents, le couple, mais Catherine, elle ressent beaucoup de soumission. On est comme vulnérable par rapport à ces technologies-là. Et c'est là où ce que c'est palpable, là, leur insécurité. Fait que, en tout cas, c'est un beau couple, une belle famille. Mais oui, il y a de l'impression de religion. On le voit qu'ils ont dû nettoyer cet aspect-là. C'est plus lumineux dans leur énergie de couple. Ensemble, là, sont pas compliqués. Là, c'est blanc-jaune avec un rouge atténué. Rouge-rose. Fait que c'est la couleur de la symbiose du couple, là. OK, d'accord. Merci des détails. D'ailleurs vu qu'elle avait joué avec plusieurs célébrités, autant masculines que féminines. Elle a d'ailleurs joué avec Sean Connery dans le film Haute Voltige ou Entrapment, puis il aurait dit par la suite il la trouvait très professionnelle. Oui, ben c'est une de ses caractéristiques. Elle est très professionnelle, entre autres à cause de l'amour de son père qui l'a amené à croire en elle, puis à fonctionner dans son talent, puis à se redresser, puis à foncer, à dépasser les jugements, les peurs, OK? Mais Sean Connery, en passant, qu'est-ce qu'il aimait avec Catherine Zeta-Jones? C'est comme si elle lui amenait le jaune qui manquait.
Puis là, vraiment comme apprécier, tu sais, quand tu manques d'une couleur, puis que l'autre te l'apporte, c'est apprécié parce que ça fond, puis ça fait du bien, puis ça réconforte, puis ça nettoie, puis ça se ramène à te partager ce que toi, tu n'as pas voulu prendre et faire dans ce cas-là. Fait que c'est vraiment l'énergie de réconfort bienfaitrice que Catherine a apportée à Sean. Puis Sean, il a reconnu ça, le jaune qu'il devenait en sa présence, puis il a apprécié cette qualité-là. Fait que oui, effectivement, il a trouvé très professionnelle, mais très féminine, puis très belle, mais sur son axe. Puis c'est vraiment Sean qui est dans la force puis qui est très, très concentré, lui, sur son axe, ben, quand il voit une femme qui est intègre, puis qui est quand même assez solide, puis qui se rapproche aussi à ce niveau-là, d'être capable d'aller aussi près des émotions, aussi près de la situation comme telle, Sean trouvait ça wow. Puis Catherine était capable de ça, puis Anthony Hopkins aussi, il pense ça. Fait que non, son très grand professionnalisme est reconnu dans tout Hollywood et dont elle bénéficie, la protection de Michael Douglas, ben, ça lui a évité justement à ce que qu'elle couche pour des rôles ou des ci ou des ça, fait que ce qui la rend encore plus intègre. OK, parfait. Tu mentionnais tout à l'heure que Michael Douglas il était hyper actif, mais c'est aussi le cas de Catherine Zeta-Jones. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ses parents l'ont incité à aller en théâtre. Puis, elle a eu des troubles de bipolarité. Je ne sais pas s'il y a un lien avec l'hyperactivité. Non, mais sa bipolarité va être elle l'amène à être plus conciliatrice. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Elle est plus conciliante avec les désordres ou troubles de Michael. Fait qu'elle est OK. capable comme de de comprendre que ça peut être plus difficile pour lui des fois. De son côté, c'est pas le même type de problème. De son côté, c'est l'utilisation de sa force qui a été trop forte. Non, attends un peu. C'est comme si, à un moment donné, là, OK, dans son énergie, il y a un moton noir qui se présente, puis elle a comme une peur qui est là, mais elle ne sait pas comment réagir par rapport à ça. Fait qu'elle va mettre toutes ses forces pour aller plus loin, puis de se concentrer à pousser plus loin les limites, tout le temps plus. Puis à un moment donné, c'est ça, c'est comme il y a comme trop de pression intérieure qu'elle craque. Puis quand que ça craque, c'est comme là, la douleur fait en sorte qu'il y a beaucoup d'illusions. Comme je te disais, tantôt, elle est allergique aux illusions puis aux mensonges, là. Mais là, elle, dans sa bipolarité, elle tombe comme dans une vague noire où là, c'est le ressentiment puis la peur qui remonte puis qui fait ses effets. Mais encore là, c'est la peur de l'attaque, c'est de se protéger, c'est d'être vigilante. Mais je te dis, c'est comme un système où tu te mets trop de pression pour performer puis que tu en demandes trop à ton corps, tu en demandes trop au niveau du silence, parce que tout ça, c'est comme contrôler aussi. Ben, à un moment donné, ça fait un manque, ça fait un vide, ça fait que ça craque, fait que ça qu'elle a des grosses périodes. Même des fois, si elle va plus loin en arrière de qui elle est, ben c'est comme faut qu'elle reprenne la marche pour revenir à son autonomie. Puis là, quand elle fait ça, elle est dans le bleu, c'est comme un bleu royal avec des fils roses. Fait qu'elle est obligée d'utiliser un genre de cristal ou quelconque qui va l'amener à réussir à revenir à un point d'équilibre où ce qu'elle peut fonctionner. Mais comme je te dis, c'est discret parce que elle lâche tout. C'est comme si elle se déconstruit quand elle tombe dans quand elle pogne le nœud de peur que je parlais au début. Fait que pour moi, ça, son problème, ML, c'est définitivement trop de pression, avec la difficulté de l'accepter, de lâcher prise, puis que justement, de nettoyer la confusion. C'est comme si à force d'avoir peur de la confusion, on veut l'éviter. Mais ça se guérit, puis ça se bénit. Et d'ailleurs, elle a fait une prière pour l'aider à travailler ça pendant un de ses baptêmes d'enfants. Elle était comme toute jaune, puis elle a réussi à placer ça comme mémoire, comme prière. Et là, elle a eu comme un support énergétique quelconque. C'est comme une roche, mais qui est cosmique et qui l'amène justement à repréciser là où elle peut être quand elle se remet de sa crise.
OK, d'accord. Euh, Elle a été considérée pendant plusieurs années comme la plus belle femme au monde, mais elle a dit qu'elle-même ne se considérait pas comme telle. Euh, est-ce que vraiment elle se sentait comme pas la plus belle au monde? Je te dirais, c'est une modestie concentrée. Effectivement, elle en regarde des femmes, il y en a beaucoup qui sont très belles aussi. Fait que à ce niveau-là, je te dirais c'est de la modestie, mais c'est pas une belle modestie. C'est une modestie qui est vide. Elle n'est pas très belle non plus. Fait que ça lui a fait un réconfort, même si elle savait que mais c'est pas illuminé chez elle. Ça n'a pas été pensé dans l'amour et l'acceptation de ce qui en est. Puis comme je te dis, elle a une force de concentration agressive un peu, où est-ce qu'elle peut être jalouse, ou est-ce qu'elle peut être aussi mesquine à un certain niveau. Fait que c'est un gros mélange, mais elle sait dans sa féminité, sa sensibilité, dans sa douceur d'être, que c'est véritable. Fait qu'elle ne se sent pas comme escroquer les gens là-dessus. Mais de l'autre côté, c'est comme si sa beauté n'a pas été épurée non plus au niveau énergétique. Fait, elle a des trames bizarres où ça a été altéré. Comme à un moment donné, je l'ai vue, puis elle avait une autre belle forme de femme en énergie, mais c'est comme noir, avec l'influence de magie ou etc. Fait qu'elle a comme des parties de femme de qui elle est qui sont bizarres encore. Puis sans vouloir juger, là, tout ça aurait besoin d'être nettoyé, mais elle a un ego très, très fort. Fait qu'elle elle est confortable pour pouvoir se dévoiler, mais tout de suite en réaction, en vouloir se défendre puis vouloir se battre. Ben, se battre, prenons un combat à l'épée, là, elle va la prendre l'escrime pour mener sa bataille. Fait qu'à un moment donné, ce qu'on peut dire, c'est que la beauté est éphémère, puis comme je te dis, elle est subtile, faut s'entraîner à la beauté, puis elle a été un petit peu le miroir du prix à payer. C'est une beauté qui a été forcée, puis qui a laissé un amer-goût. OK. Fait que c'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas tant. Tu sais, c'est travaillé quand tu mets bien de l'effort là-dessus, là, tu sais. Mhm. En tout cas, c'est ce que je pourrais voir de ce que ta question demandait. OK, d'accord. Je voulais juste souligner aussi les causes humanitaires pour lesquelles elle a donné. Dans le fond, elle a fait des dons à des victimes du sida. Elle était ambassadrice contre la maltraitance aux enfants. Elle a aussi offert du soutien à des victimes d'ouragans. Puis sinon, elle a un intérêt pour l'architecture et la décoration intérieure. Puis elle a sa propre ligne de linge qui est reconnue pour vegan, donc protection des animaux. Quand tu as dit, elle a des associations caritatives, là, la première affaire que j'ai vue, c'était sa famille dans un safari en Afrique avec des girafes, des animaux. Elle avait des lions à côté d'elle et tout ça. La famille en safari d'Afrique. Fait que là, j'ai trouvé ça drôle que tu aies parlé du sida. C'est sûr que le continent africain, il y en a beaucoup là-dessus. Les ouragans, tout ça, les victimes, les enfants, il y avait beaucoup d'enfants avec elle. Ben, OK, attends un peu. De manière, te parler, va dans tes derniers points, là. Les deux, trois dernières affaires qu'elle a faites. Ben, j'ai mentionné, elle était, voyons, elle était intéressée par l'architecture, décoration Bon, parfait, intérieure. parfait. L'architecture vient de son rouge. OK? Mon Dieu, elle a beaucoup d'incarnations, entre autres un homme en Égypte qui construisait des magnifiques maisons. Fait que ça, c'est une incarnation comme telle où elle était un petit homme puis elle était noire un peu. Elle a du karma par rapport à ça, puis c'est en train de devenir jaune, fait que ça s'allège pour elle. Oups, une autre entité. Fait que oui, elle a développé son don de l'architecture et ça fait partie de son mouvement. Quand elle va, je l'ai vu, exemple, elle est allée en Italie à un moment donné, dans la vision que j'ai eue, c'est pas une vision de vidéo, là. Puis elle prend le temps de se positionner, de regarder, de se questionner, d'écouter, d'apprendre. Elle prend le temps d'investiguer et de le développer, son don d'architecture, grâce à son rouge. L'autre affaire que tu as dit, Euh, décoration intérieure, j'imagine que ça va avec un peu. Sinon, elle a sa propre entreprise de marque de linge cosmétique vegan.
OK. Puis tu avais parlé des enfants aussi, hein, c'est ça? Bon, quand elle est Oui, avec les enfants, elle est dans son jaune. Quand elle est avec son linge, puis tout ça, son commercial, elle est rouge, mais avec un petit peu de rose. Fait que ça y fait, je crois, OK? Là, ça m'a sauté. Je crois qu'une de ces robes de Madame Adams, ça fait partie de sa lignée. Écoute, faudrait que j'aille voir, là. Mais je pense qu'elle l'a passé un petit peu. Mais c'est une très bonne affaire. Quand tu vois dans la construction de sa ligne végane, là, c'est drôle, c'est des énergies mauve-lilas autour d'elle. Alors, ça fait juste confirmer que c'est une femme fée et qu'elle prend le temps de se préoccuper de la terre, puis en même temps, elle a le don de la couture. De la mode et tout ça. Fait que ça fait partie aussi de ses racines de vie de don. Elle est très talentueuse. Fait que je suis contente qu'elle prenne le temps de s'accomplir complètement. Tu comprends? Puis encore là, si tu regardes ses loisirs, puis je, je sais que vous n'avez pas regardé ça, mais comme je te dis, elle s'entraîne beaucoup au niveau du guerrier. Quand elle est dans le guerrier, elle est dans un bleu royal. Fait qu'elle change de couleur, elle a plusieurs tales et plusieurs gammes de talents. Tu vois, quand elle chante et tout ça, elle danse, elle est dans son jaune. Fait qu'elle a vraiment des belles palettes de couleurs qu'elle se sert, là. C'est pour ça qu'elle est inspirante aussi. Mais comme elle est secrète, tout le monde la connaît, mais la connaît pas vraiment. Mais encore là, on parlait d'hyperactivité, c'est pas des gens qui passent leur journée sur le divan, là. Elles développent leur talent, ils s'impliquent, il y a un mouvement, et ça bouge, ça bouge. tu as mentionné disons, un intérêt pour la couture. D'ailleurs, sa mère était couturière. Ah oui, ah ben ça doit, tu sais, t'apprends, hein, quelque part. Puis, un autre commentaire qu'elle a fait que je trouvais intéressant, elle aime évidemment beaucoup chanter et danser, puis elle a même dit que, selon elle, elle était née à la mauvaise époque, qu'elle aurait aimé pouvoir être à l'époque de Gene Kelly, Fred Astaire et Judy Garland, parce qu'elle s'associait plus à eux que à cette époque-ci, dans le sens. Quand tu as dit ça, j'ai vibré beaucoup. Puis j'ai vu le verre. Elle est connectée avec ces âmes-là. Fait que c'est vraiment des âmes qu'elle a idolées pour vrai, ça, je le crois. Et elle danse avec. Fait que c'est comme si elle a une partie de qui elle est parallèlement, qui est dans cette époque-là. Donc, là, c'est parce qu'elle a conscience d'une partie de son être multidimensionnel qui a expérimenté dans cette section-là. Puis les âmes sont aussi avec elle. Fait qu'elle l'a vécu, mais juste pas consciente. OK, parfait. Ouais. Euh, Michael puis Catherine, ils ont eu un petit moment, à peu près un 6 mois, où ils s'étaient séparés, mais finalement ils sont revenus ensemble. J'imagine, tu mentionnais que ça clashait un peu par moment entre eux. J'imagine que c'est la raison pour laquelle il y avait eu une séparation à ce moment-là. Ben, ce que j'ai vu quand tu as parlé de tout ça, c'est que Catherine a mis du linge dans une valise, puis elle a dit c'est assez. Fait que c'est ça qui s'est passé. Je sais pas qu'est-ce qui l'a amené à en avoir assez, mais ça un moment donné, c'est ça, elle a atteint une limite, puis elle est partie. Clac. Aussi simple que ça, c'est son jaune. Il l'a OK. amené à faire ça. Maintenant, il a été hésitant un peu au début, mais ça n'a pas été vite que ça l'a fatigué, puis qu'il a voulu la ramener, puis qu'il a changé, puis ça a amélioré. Je dis ça, puis il y a des rayons argentés qui ont sorti un peu de ses énergies. Fait qu'il a comme mieux compris ou il a apprécié quelque chose puis que ça a été assez quand même puissant sous son influence du rayon argenté pour l'amener elle enlever tous les doutes finalement puis de dire OK, je me réinstalle là, mais ça a été tout effacé parce que elle ne serait pas, vu qu'elle en avait assez, s'il y avait eu des roches encore, elle serait pas revenue. C'est parce qu'il a vraiment réussi à libérer tout le chemin puis qu'il a regagné un petit peu sa confiance. Je vais le dire de OK, même. d'accord. Parfait. Ben, Mais il sait, hein, il merci. fait attention, il fait attention. Il connaît l'agressivité. Ça vient un peu aussi de sa mère, ça. Fait qu'il connaît la mère, il connaît que le promptitude, comment qu'elle peut réagir. Ah non. Fait qu'il connaît ses faiblesses. Il fait juste comme vraiment les respecter puis pas aller jouer là inutilement, là.
OK, parfait. J'ai remarqué qu'en 2010, elle a eu le titre de commandeur de l'Empire britannique octroyé par la reine, puis en fait reçu des mains de Charles, qui était à l'époque toujours prince. Donc, quel est le lien entre Catherine et la monarchie britannique? Tu me dis ça, là, puis j'ai vu Harrison Ford. C'est pas vrai, j'ai vu Sean Connery à côté de lui. C'est comme si cet honneur-là que Catherine elle a eu, Sean Connery était à côté, mais très, très, très reconnaissant, comme si c'était une bataille pour lui aussi qui avait gagné, probablement en lien avec l'Écosse ou quoi que ce soit, il y a quelque chose. Fait que tu vois, tu me parles tu me parles de la famille royale, puis la seule affaire que je vois, c'est que Sean Connery est à côté puis qu'il est super content. Je suis pas capable de répondre à ta question parce que l'information que j'ai, c'est que je la comprends pas. Mais elle est dans l'honneur, elle est dans la réserve, elle est dans la droiture, fait qu'elle l'a pris, mais elle est modérée, comprends-tu? Elle aurait pu être très heureuse et tout ça, mais elle a tout mis ça dans la compassion, mais de façon fermée dans son cœur. Elle l'a pas vécu énergétiquement, en pleinement ouverte. J'aurais eu beaucoup plus d'informations par rapport à ça, mais c'est comme elle l'a vécu, elle l'a pris et est restée secrète. Fait que c'est ça qui est difficile, même au niveau de la lecture énergétique. Mais c'est un honneur, d'emblée, c'est ça, mais elle l'a passé dans l'introspection, dans l'introvertitude, dans la réserve. Fait que c'est plate comme réponse, hein? Je suis désolée. Non, non, il n'y a pas de problème. Excellent. Donc, si tu veux, on peut annoncer ton choix de chanson, donc la toune à Julie, qui est aussi tirée de la série Mercredi. Ouais, j'adore le Ouais. violoncelle, comme vous le savez. Et je profite justement d'avoir Catherine Zeta-Jones là pour passer mon violoncelle. Maintenant, c'est un coup de cœur. Quand j'étais adolescente, je ne sais pas si c'était dans tes années, Benoît, mais j'aimais beaucoup Metallica. C'est un groupe que tu connais, Metallica? Oui, oui, je connais. Bon, j'en écoutais quand j'avais 14 ans, là. Puis j'aime beaucoup la guitare électrique, tu sais. Fait que quand que ça passe du Metallica, je suis contente que, tu sais, mettons, t'entends passer ça là, à la radio, wow, Metallica. J'en consomme pas du Metallica, mais quand ça passe, je suis bien, bien contente. Et j'ai découvert dans la série, justement, de Mercredi Adams, du Metallica en violoncelle, version acoustique. Et puis, je vous ai ménagé, hein, je vous ai donné la version de 4 minutes, plus standard, plus commercial, mais des gens qui ont vraiment écouté les albums de Metallica savent qu'il y a toujours une version beaucoup plus longue. Et il y a une version de la chanson de 11 minutes. Alors, allez voir le groupe Apocalyptia, c'est comment ça s'appelle? Oui, Apocalyptia, Nothing Else Matters. Oui, Nothing Else Matters en violoncelle. Ma fille, elle écoutait ça à mercredi. Moi, je capotais sa tune à côté. Elle me regardait juste parce que tu connais pas Metallica, mon amour. Mais là, d'entendre la version moderne du Metallica modéré au violoncelle, ah, c'est quelque chose. Fait que je vous ai mis cette version-là pour profiter justement de la perche du violoncelle acoustique, là. Mais si vous voulez aller sur YouTube, la version de 11 minutes est disponible. OK, parfait. Donc, pour les émissions à venir, on avait pensé à faire des émissions thématiques. Par exemple, la semaine prochaine pour la Saint-Jean, une émission sur les célébrités qui ont marqué le Québec. Et de même pour le Canada, pour la fête du Canada et pour d'autres fêtes de d'autres pays à venir. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on s'enligne pour les prochaines semaines. Ouais, ben on va aller chercher un petit peu de contribution à notre sentiment nationaliste, parce qu'il y a des vedettes aussi au niveau politique. Mais là, c'est ça, on tombe là, dans les fêtes nationales, etc. Fait qu'on va en profiter un peu. Tu sais, on veut pas vous les annoncer formellement parce que c'est comme peut-être appelé à bouger encore, mais si vous avez, exemple, des questions, dire, hey, moi, dans les premiers ministres canadiens, j'ai beaucoup aimé telle personne, je voudrais savoir telle affaire, ben envoyez-nous votre question, soit via Facebook sur émission Évoluons avec l'âme des célébrités, ou par courriel à merci célébrité, pas d'accent, là, à commercial gmail.com. Là, on va pouvoir passer ça, mais pour la
semaine prochaine, la fête nationale, c'est sûr qu'on va aller chercher René Lévesque, Robert Bourassa, mais là, on va-tu chercher Parizeau, on va-tu chercher Honoré Mercier? Lesquels qu'on va aller chercher, je ne sais pas, mais chose certaine, c'est que l'année prochaine, c'est possiblement la même formule qu'on va, qu'on va appliquer quand on va rentrer dans le bout là, politique un peu là, national. On en prendra d'autres. Il y en a tellement de premiers ministres qui ont apporté des contributions importantes pour l'évolution de nos nations. Alors, on va profiter du timing pour souligner d'autres types de célébrités. Bon, ben excellent. Ben, je voulais te remercier pour une autre émission très intéressante. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire. Puis je remercie les auditeurs, auditrices d'être présents cette semaine. Puis au plaisir de vous voir la semaine prochaine. Ben, moi aussi, je te retourne ma gratitude partagée. Benoît, tu es un beau professionnaliste. Tu es bien consciencieux, tu t'appliques bien, tu travailles ton matériel, tu as un beau développement rationnel et logique, cartésien, tout ça dans la douce fréquence de ton rose d'âme. Je te remercie. C'est toujours un plaisir et un honneur d'échanger avec ton professionnalisme que tu portes au crédit de cette émission. Et c'est super, c'est le fun, tu sais, gars, filles, on est capable d'échanger. Puis c'est drôle parce que moi, plus au niveau de la médiumnité, puis toi, plus au niveau de l'homme 3D. Fait que c'est génial, tout ça se connecte dans la conscience et l'éveil pour la progression et l'évolution de tous. Alors, soyez bénis, bonne fête des pères, amusez-vous bien et on se voit la semaine prochaine pour un spécial national. Au revoir la semaine prochaine.